Bonjour à tous. Donc voilà, je vais faire la présentation. Je m'appelle Michel Josset. Je suis membre du conseil d'administration de l'AMRAE. Donc l'AMRAE, c'est l'association de référence des gens qui gèrent les assurances et puis les risques dans les entreprises et dans les collectivités locales. Au sein de cette association, je m'occupe de la commission prévention et dommages et je suis également le référent climat. Alors, par ailleurs, j'ai un vrai métier. Voilà, je suis directeur des assurances de Forvia, ex-Forestia, équipementier automobile. Alors, je vous propose de continuer à échanger sur le beau sujet de l'inflation et de son impact sur l'assurance. Voilà, c'est mon quotidien, mais cette fois-là à hauteur d'entreprise. Alors, je n'ai pas assisté aux interventions de ce matin, mais je crois que vous aviez Monsieur Taffin, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, représentant de France Assureur. Alors j'imagine que France Assureur a dû vous tirer les larmes voilà, sur l'impact de l'inflation économique sur les assureurs. Alors certes, l'inflation impacte l'économie de l'assurance, l'économie du contrat, tout simplement par l'augmentation des sinistres et voilà, directement sur les dommages matériels, bâtiments, équipements. Voilà, quand il s'agit de remplacer un équipement ou un bâtiment détruit, c'est sûr que ça coûtera plus cher. Ça joue également sur le coût du sinistre du fait de l'allongement des délais de réparation. Voilà, il y a des pénuries, c'est plus long, c'est plus cher. Donc qui dit délai augmenté, dit augmentation des pertes d'exploitation consécutives à un sinistre ou des frais supplémentaires pour maintenir la production pour les clients. Donc, voilà, personne ne contestera ces impacts. En même temps, donc on peut les assurer ne peuvent pas être dans le déni vis-à-vis du phénomène inflationniste. On ne peut pas dire à nos amis assureurs, non, l'inflation n'existe pas. Cela dit, il faut quand même trouver ensemble les moyens de rééquilibrer, de retrouver l'équilibre économique du contrat sans que la balance penche trop d'un côté ou trop de l'autre. Et c'est vraiment notre métier au quotidien. Alors, quel risque pour l'assuré du fait de l'inflation ? Vous avez une augmentation mécanique des valeurs assurées. Alors ça se fait via le jeu d'indexation. On va revenir pays par pays. On va revenir sur ce sujet important. Alors juste pour vous donner un exemple, chez nous, donc l'inflation a commencé à se manifester de manière très brutale voilà, à partir de février. Alors, le renouvellement de notre programme d'assurance, c'est en juillet. Et entre février et juillet, on est passé de 17 milliards de valeurs assurées à 20 milliards. Alors, il n'y a pas que de l'inflation dedans, mais il y a quand même beaucoup d'inflation. Évidemment, augmentation des valeurs assurées, c'est augmentation des primes. C'est des éléments qui n'étaient pas budgétés. Donc, quand vous allez expliquer à votre directeur financier voilà, qu'il va falloir remettre au pot sur des éléments non budgétés, chacun comprend que l'exercice est compliqué. Puis en plus, comme on voit qu'il va se reproduire d'année en année, voilà, on voit que ce sujet est vraiment impactant pour nous. Alors, d'autant que ce phénomène arrive après 3 ou 4 ans de marché assurantiel très dur. C'est vrai qu'il y avait eu une grande glissade des primes pendant une quinzaine d'années. On touchait le fond, voilà, puis on l'a vu sur les résultats des assureurs. Le ratio combiné s'était fortement dégradé, donc il y avait une nécessité de correction. Alors elle était brutale. Chez nous, ça s'est traduit par en travers des augmentations de budget x2, x3. Là, je parle globalement, voilà, au niveau de l'assurance, et puis une dégradation des conditions, des franchises qui ont bondi, des réductions de scope. Donc en gros, on paie 2 fois plus cher, 2 fois moins de capacité ou 2 fois moins de scope. Donc voilà, il y a ce contexte, et puis on vient rajouter un impact prime. Donc c'est voilà, une espèce d'épuisement voilà, du directeur assurance vis-à-vis de son management à annoncer consécutivement des mauvaises nouvelles année après année. Alors, donc premier sujet, le budget, on a parlé. Deuxième sujet, on a dans les contrats d'assurance dommage ce qu'on appelle la limite contractuelle d'indemnisation. Donc en fait, c'est la capacité maximale que l'assureur délivre sur votre contrat. C'est 100 millions, 200 millions, 400 millions, suivant les valeurs assurées du plus grand site que vous ayez. Donc on comprend bien que s'il y a de l'inflation, les valeurs assurées vont augmenter et vous risquez finalement
de dépasser, faire que les valeurs sur un site, les conséquences potentielles d'un sinistre dépassent votre limite contractuelle d'indemnisation. Donc il se peut qu'il faille la relever avec évidemment un impact budget puisqu'il va falloir trouver des capacités additionnelles. Alors il y a un risque aussi lié à la sous-déclaration. Imaginez que vous ne teniez pas compte de l'inflation, vous maintenez vos valeurs, donc vous allez les retrouver potentiellement en sous-déclaration, un sinistre arrive, et vous détruisez totalement un site sur lequel vous déclariez 25 millions, puis vous vous retrouvez avec 50 millions de dommages. Vous comprenez bien que l'assureur ne va pas être satisfait, ce n'est pas la meilleure manière d'ouvrir un sinistre, puisque l'assureur va considérer que vous l'avez trompé, en fait, vous avez sous-déclaré, c'est-à-dire que vous avez évité de payer de la prime, et donc au moment du règlement de sinistre, l'assureur peut légitimement sanctionner. En fait, c'est ce qu'on appelle la règle proportionnelle, dire vous m'avez déclaré 50% des valeurs, vous allez recevoir 50% de l'indemnité due. Alors, il y a dans les polices, dans les gros contrats, il y a des rachats de la règle proportionnelle, mais cela dit, voilà, une fois de plus, démarrer un sinistre dans ces conditions-là, voilà, on sent que la négociation, la discussion avec l'assureur risque d'être compliquée. Donc voilà, il y a plusieurs risques, des risques de budget, des risques de sanctions liés à cette problématique d'inflation économique. Alors on voit que le sujet de la déclaration des valeurs, c'est vraiment au centre du combat. Alors c'est un exercice compliqué. Nous, on a 300 sites industriels, plus des bureaux, ça fait à peu près 700 lignes de capitaux à actualiser chaque année. On y épuise notre jeunesse, c'est-à-dire qu'il faut prendre ligne à ligne, réussir à faire travailler les contrôleurs du site, à les faire mettre à jour les valeurs. Ils ont évidemment 1000 choses plus importantes à faire, donc c'est un combat, et puis on n'est pas bien certain que ce qui est déclaré soit vraiment représentatif de la réalité. Donc finalement, voilà, cet exercice, qui est un exercice annuel, il est compliqué, il est chronophage, et on n'est jamais bien certain de le faire correctement, puisque si on le fait mal, c'est-à-dire si les valeurs sont excessives, on va payer trop de primes, si elles sont insuffisantes, on risque ce que je viens d'expliquer, à savoir la sanction en cas de sinistre pour sous-déclaration. Donc voilà, il faut essayer de les poser correctement, mais c'est beaucoup d'énergie. Et puis, c'est percuté par ce sujet de l'inflation qui vient rajouter une couche d'incertitude par rapport à ces valeurs. Alors, quelles options finalement pour faire notre travail correctement et reporter à l'assureur sa matière première principale, que sont les valeurs assurées, en particulier en matière d'équipement et de bâtiment. Première option, vous utilisez ce qu'on appelle les experts préalables. Donc il y a des grands noms, voilà, Galtier, Roux, Colomé. Donc classiquement, ces gens se déplacent sur les sites et puis ils vont avec leur calepin ou maintenant leur tablette et puis ils se font communiquer des listes d'équipements. Leur métier, c'est d'expertiser les valeurs, de les sommer, voilà, les valeurs bâtiments, équipements. Et là, vous avez effectivement un rendu d'excellente qualité puisqu'ils sont venus voir physiquement en fait ce que vous avez dans vos usines. Alors quand on a 300 usines, c'est sûr que faire un programme annuel de 300 visites, vous imaginez le budget que ça peut représenter. Et puis l'empreinte carbone de l'exercice ne va pas être excellent non plus parce qu'il va falloir mettre dans les avions des cohortes d'experts. Nous on a 700 lignes, la Poste c'est 5000 lignes. Enfin, vous voyez qu'il y a une question de volumétrie finalement et pour certains comptes avec énormément de lignes de valeur et potentiellement des petits sites, déplacer des armées d'experts, il n'y a pas de faisabilité. Donc oui, faire des expertises sur des nouveaux sites, sur des sites sur lesquels on a des doutes, sur des activités qu'on vient d'acquérir, là vraiment c'est absolument nécessaire. Mais envoyer des experts partout, ça ne marche pas. Deuxième option, c'est appliquer les fameuses indexations que l'assureur recommande pays par pays. En gros, ces indexations représentent plus ou moins l'inflation. Alors cette année, on les a reçues récemment, on a du 10, 15, 20%. Donc c'est quand même, on sent que ça va être à nouveau extrêmement impactant sur nos valeurs. Et puis on a, des vrais doutes en fait sur la manière dont elles sont produites. Il y a des experts qui les produisent.
mais on me dit qu'en fait, les principaux clients de ces experts, ce sont les sociétés d'assurance. Donc, on se dit, voilà, il y a peut-être un petit peu d'influence. Et est-ce que voilà, le mode de production de ces valeurs est-il totalement indépendant? On peut en douter. Et puis, en fait, quand on parle un petit peu avec voilà, les experts du sujet, nos experts préalables, ils nous disent que ces valeurs, elles sont conservatives, en fait. Elles sont sans doute un peu excessives. 15%, 20%, c'est excessif. Donc, vous comprenez bien que si on applique ça chaque année, 15%, 10%, au bout de 5 ans, vous avez des valeurs qui ressemblent plus à rien, et avec un décalage énorme entre la valeur réelle de reconstruction, valeur à neuf, c'est ça qu'on veut déclarer, et puis la valeur que l'on déclare à nos assureurs. Voilà, donc appliquer de manière brutale, systématique et récurrente ces indexations, c'est la meilleure manière de surdéclarer de manière assez massive. Alors heureusement, on commence à voir se dessiner d'autres options qui sont innovantes, et c'est voilà, sur ce message que je voulais insister ce soir. Donc des choses intéressantes se passent au niveau de l'expertise préalable, et je voulais vous parler de ce qu'on appelle l'analyse prédictive. Alors désolé, on va descendre un peu dans la technique, on va se salir les mains. Alors qu'est-ce que c'est que l'analyse prédictive? Donc on a parlé de l'expertise préalable, vous envoyez un expert, il va lister les machines, etc. On voit toute la difficulté de faire l'exercice de manière récurrente. Donc l'analyse prédictive, c'est finalement se baser sur des barèmes établis par l'expert qui vous connaît, parce qu'il a visité beaucoup d'usines, et parvenir à la définition de valeur sans visite du site. Alors comment on fait? Finalement, l'expert, tel que vous expliquez cette nouvelle méthode, finalement, il établit des barèmes, il découpe votre usine en lignes de production, et par comparaison avec des usines similaires, et par intégration d'éléments spécifiques de l'usine non visitée, il va finalement approcher la valeur en disant, bah voilà, moi j'ai visité telle usine, il y a 10 presses, je sais que les presses de telle capacité, voilà, avec toutes leurs utilités, c'est telle valeur, parce que j'ai visité cette usine, donc je connais les prix. Les prix, ce sont les prix actualisés, donc ils intègrent l'inflation la plus récente, et puis dans une usine non visitée, ben, ce n'est pas 8 presses, mais c'est 9, et puis la dernière, elle a telle capacité. Et donc par application d'algorithmes qui font appel à l'intelligence artificielle, par découpage des usines et intégration des éléments spécifiques de l'usine non visitée, ils approchent des valeurs qui voilà, sont correctement calibrées, d'après ce qu'ils nous disent, et qui pour le coup représentent voilà, des valeurs tout à fait acceptables, et sans doute meilleures que les valeurs qui aujourd'hui sont déclaratives. Ce sont nos contrôleurs qui déclarent. Alors parfois ils se mélangent entre la valeur à neuf, ce qu'on souhaite, et puis des valeurs amorties, donc on n'est pas trop certain de la qualité de ce qu'on délivre. Voilà. Donc on voit apparaître sur le marché cette nouvelle méthode, et moi je suis persuadé qu'en fait elle va s'imposer, se généraliser, et devenir un standard. Alors, quelques questions par rapport à cette nouvelle méthode. Comment est-ce qu'elle est fiable finalement? Alors, on l'a dit, on peut pas totalement, ça remplace pas totalement la visite de site par l'expert. Il faudra continuer à visiter des sites, les sites nouveaux, et puis ça ne fonctionne que par comparaison. Donc, pour comparer, il faut déjà avoir visité des usines similaires pour évaluer et prévoir les valeurs d'un site non visité. Donc il y aura toujours, finalement on envisagera, je pense, une forme hybride avec des visites, mais en nombre réduit, et puis pour le reste du pur prédictif. Est-ce que ces méthodes seront... quels sont les avantages? On va remplacer finalement du déclaratif par les contrôleurs par un système qui sera récurrent, où on va travailler finalement d'année en année en mettant à jour les valeurs, simplement en prenant en compte les investissements et des investissements qui se seront faits sur les sites, et puis évidemment recalibrant les valeurs sur la base de l'inflation subie. Donc on sera sur un truc assez stable finalement, et beaucoup plus homogène que ce qu'on pratique aujourd'hui. Ce sera infiniment moins chronophage, puisque finalement, toutes les données sont dans l'algorithme, donc il faudra simplement introduire dans le système les éléments de modification, mais pas repartir au combat chaque année en redemandant aux contrôleurs les valeurs, donc c'est beaucoup moins cher en termes de temps. Les budgets qu'on nous a communiqués, même à l'échelle d'un groupe comme le nôtre, sont tout à fait absorbables, donc voilà, on pense que c'est vraiment une bonne option. Est-ce que ce sera
acceptés par les assureurs. Ça, c'est un vrai point, parce que voilà, vous venez avec une nouvelle méthode, voilà, une nouvelle philosophie. Est-ce que l'assureur acceptera? On voit qu'il y a vraiment une pédagogie, donc il faut choisir correctement son prestataire, être certain qu'il a vraiment voilà, une vraie expertise, et puis travailler en amont avec l'assureur pour lui expliquer comment on a procédé et pourquoi il nous apparaît que la méthode est effectivement pertinente. Donc ça, c'était pour tout ce qui est bâtiment, équipement. Je voulais ajouter un mot sur la marge brute. Alors, vous savez, quand on déclare les valeurs assurées, donc c'est du matériel, voilà, bâtiment, équipement, on en a parlé, ce sont également des stocks, et puis de la marge brute, puisque finalement, ce sont les éléments d'indemnisation si un sinistre survient. Alors sur la marge brute, classiquement, on était également sur du déclaratif, donc on donnait un espèce de fichier Excel à nos contrôleurs qui ne comprenaient rien parce qu'ils voilà, ils font ça une fois par an et ce n'est pas des gens d'assurance. Donc les résultats étaient vraiment très, voilà, assez médiocres. Et depuis l'année dernière, donc on a changé totalement à nouveau la philosophie. On extrait de SAP des marges brutes calculées, cette fois-là de manière assez stable par les financiers. Donc c'est des marges brutes par division dont on a retiré les interdépendances et puis on alloue finalement ces marges brutes entre les usines sur une clé de valeur ajoutée industrielle sans déclarer, et on ne déclare plus de marge ni sur les sièges sociaux ni sur la R&D, mais voilà, toute la marge calculée qui elle est certaine et fiable et est allouée uniquement sur les usines selon voilà, un critère lié à leur taille et à leur activité. Et sur les stocks, on va faire ça à partir de cette année. Donc on va extraire à nouveau de SAP les valeurs de stock en décembre et puis les importer en masse dans nos systèmes. Un dernier mot pour que tout ça fonctionne, en fait. On voit qu'on parle beaucoup de données. Voilà, vous avez 600 lignes, les valeurs bâtiments, équipements, voilà, il y a énormément de données et les assureurs sont de plus en plus demandeurs de données, bon, ce qui est logique. Alors on ne s'en tire pas si on n'a pas des bons systèmes d'information. Alors SAP ne fait pas tout, hein, parce qu'un SAP, c'est un système dont la brique élémentaire, c'est une unité comptable. Dans l'assurance, vous êtes sur du physique, vous êtes sur une adresse, avec des bâtiments, avec potentiellement plusieurs unités comptables qui sont présentes sur le même site. Donc on voit qu'il y a nécessité de croiser finalement deux mondes, hein, le monde voilà, de la comptabilité, de la finance, et puis le monde du physique, des assets. Et ça veut dire qu'il faut un système d'information, voilà, ce qu'on appelle les SIGR, un système d'information et de gestion des risques ou des assurances qui soit vraiment stable et qui permette de faire ces campagnes de mise à jour annuellement. Et l'objet, évidemment, de ce type de système, c'est de charger finalement également toutes les informations dont on a besoin pour faire notre métier de gestion des risques, d'assurance, donc les rapports de prévention des assureurs, l'exposition aux risques naturels, enfin, voilà, toute l'information physique qui permet de caractériser un site, que ce soit sur les aspects immobiliers, sur les aspects assurantiels. Donc, prendre le contrôle de son information, ne pas la laisser entre les mains de vos courtiers ou de vos assureurs, c'est un combat essentiel parce que c'est aussi un combat d'indépendance. À partir du moment où on maîtrise l'information, on maîtrise son destin, on peut changer voilà, d'assureur ou de partenaire sans être tenu par la donnée. Donc voilà, la digitalisation des processus, l'automatisation, l'utilisation voilà, d'intelligence artificielle, c'est voilà, ce dont on a parlé sur l'analyse prédictive, c'est vraiment des outils qui permettent d'atténuer les effets de l'inflation et ne pas se laisser voilà, guider ou subir ce que les assureurs pourraient être tentés de nous imposer. Voilà, je suis à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup pour votre exposé. Moi, je me posais une question. Est-ce que sur la supply chain, votre risque, c'est plutôt là une rupture ou l'inflation? Ou les deux combinés? Alors, sur la supply chain, on a des risques absolument multiples. Voilà, la supply chain d'un équipementier automobile, c'est extrêmement complexe, c'est vaste, c'est international et c'est totalement fluide puisque ça se reconfigure de manière permanente. Et finalement, les risques de la supply chain, ce sont les mêmes risques que ceux que l'on a chez nous. Donc, on a de l'incendie. Voilà, alors, voilà, dans le métier de l'automobile, l'incendie d'un sous-traitant qui s'appelle Recticel, voilà, c'était en 2017, a marqué les mémoires. C'était une petite usine, petit incendie, quelques millions d'euros, et ça a paralysé l'industrie automobile européenne pendant un mois. Ça a coûté 1,5 milliard à peu près. Donc voilà, c'est typiquement le genre d'événement.
où finalement voilà, la supply chain automobile est assez robuste, mais si ça tape au mauvais endroit et que ça paralyse l'intégralité de la chaîne, ça peut être terrible. On a des problématiques évidemment de risques naturels qui vont croissant. Voilà, dans les mémoires, il y avait eu des inondations en Thaïlande il y a quelques années qui avaient été terribles, qui venaient en plus postérieurement à Fukushima, qui avait paralysé l'industrie japonaise et ensuite la Thaïlande, c'était la base arrière de l'industrie japonaise, donc ça avait été très pénalisant. Puis on voit maintenant les événements se succéder voilà, aux États-Unis, et puis quand le sous-traitant de sous-traitant est impacté, tout le monde est potentiellement paralysé. Donc une des grosses inquiétudes, c'est effectivement la montée voilà, des risques liés au changement climatique avec la multiplication des événements comment dire, accidentels de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents, et avec également des événements d'une nouvelle nature. Je pense que l'été dernier a voilà, marqué les consciences et sans doute voilà, permis de passer un cap en matière de prise de conscience. Alors je donne quelques exemples. On a beaucoup d'usines en Chine. Et dans le centre de la Chine, une région a été particulièrement affectée par une sécheresse terrible. Or, la Chine fonctionne beaucoup à partir d'énergie hydroélectrique. Donc les barrages étaient à sec, plus d'électricité. Et voilà, l'État, la région a décidé d'allouer le peu d'électricité qu'il y avait aux foyers plutôt qu'aux industries. Donc on s'est arrêté pendant un mois. Voilà, donc là, c'est vraiment directement lié au changement climatique. Un autre événement marquant il y a quelques années, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une vague de froid absolument exceptionnelle qui était descendue voilà, des régions polaires vers le sud des États-Unis, vers le Texas, avec des températures à moins 30 et dans une région qui n'est pas préparée à ça. Alors quand ça se passe au Canada, ils savent faire, au Texas. Donc toute l'industrie, toute la supply chain électrique avait été paralysée. Et donc on a beaucoup d'usines au Mexique, et le Mexique achète de l'électricité au Texas, en fait, et on a eu des arrêts d'usine pendant un mois. Vous voyez alors c'est des éléments intéressants parce qu'ils sont vraiment directement liés au changement climatique, et par ailleurs ils ne sont pas assurables, parce que vous n'avez pas de dommages, en fait. Vous n'avez pas de dommages voilà, sur vos usines, ni sur vos fournisseurs, donc l'assureur n'est pas là. Donc on voit finalement la montée de périls climatiques pour lequel il n'y a pas d'assurance. Alors autre... risque possible à supply chain, tout ce qui est lié évidemment à la robustesse financière des fournisseurs. Voilà, quand vous avez une supply chain qui est épuisée par des crises successives, par le Covid, par la pénurie des semi-conducteurs, voilà, vous avez des fournisseurs de taille modeste qui commencent à souffrir. S'il y a une défaillance, ils vont arrêter de faire des pièces. Et comme dans l'automobile, on est vraiment sur le principe d'une fourniture unique. Vous n'avez pas deux fournisseurs pour une pièce donnée. Le contrat est attribué à un fournisseur. Donc voilà, la supply chain essaie de se reconfigurer, mais elle est quand même fragile du fait des crises successives. Il y a les problématiques évidemment d'image. Alors bon, on est sans doute moins impacté que d'autres secteurs, luxe ou agroalimentaire, mais voilà, les problèmes d'image, de compliance sont également importants. Voilà, donc les risques sont multiples. Alors l'inflation, effectivement, s'est manifestée de manière très violente dans l'industrie automobile. Et pour le coup, les équipementiers sont en première ligne parce que, vous l'avez vu, les constructeurs automobiles se portent plutôt bien. Je vais pas mal parler de mes chers clients, mais voilà, ils ont beaucoup augmenté leurs prix. Les voitures, vous les attendez pendant un certain temps, mais voilà, leurs résultats sont bons. Par contre, les équipementiers, eux, alors ils n'ont pas, répercuté les hausses de tarifs vers leurs équipementiers. Nous, on subit plein fouet la hausse de l'énergie, la hausse des matières premières, les pénuries, les baisses de volume, etc. Donc, depuis un an ou deux, l'équation est un peu compliquée. Alors, on est en train de négocier avec eux pour passer les hausses, ce qui est légitime, mais ça prend toujours un peu de temps. Il y a toujours un peu d'inertie et de résistance. Bonjour, merci pour ces explications. Est-ce que le résultat de vos calculs ou de vos estimations, vous le faites valider ex ante ou ex post par vos assureurs? Alors, déjà, ce ne sont pas nous. Ex post d'incendie, mais ex ante. Enfin, voilà. Alors,
Donc déjà, si on parle des méthodes prédictives, hein, c'est ça, d'expertise des valeurs. Alors ce ne sont pas nos calculs, mais ce sont ceux de notre prestataire. Donc quelque part, il y a aussi un sujet de responsabilité. Si voilà, on confie ce travail à un prestataire qui est expert, qui a des algorithmes, voilà, on est quelque part un peu obligé de lui faire confiance. Alors, la méthode prédictive, on l'utilise pas encore de manière, comment dire, unique. Aujourd'hui, on vient finalement comparer ce que donne la méthode prédictive avec les valeurs dont on dispose aujourd'hui en base. Et ça nous sert à détecter des anomalies, en fait. Donc, imaginons que sur une usine, voilà, la méthode prédictive nous dit vous avez un bâtiment à 10 millions d'euros et qu'on déclare 20, on va se dire mais qui a raison, voilà. Est-ce que ce bâtiment en Espagne de 10 000 m², est-ce qu'il vaut 10 millions ou 20 millions? Donc voilà, on l'utilise en détection de manière assez prudente, en détection d'anomalies, en clarification. Et puis peut-être qu'une fois qu'on aura nous-mêmes vérifié sa robustesse, que les assureurs l'auront validé, on pourra passer d'un mode à l'autre. Voilà, on est plus, je dirais, dans un mode de transition, voilà, d'une méthode traditionnelle vers une méthode plus automatique. Est-ce que j'ai répondu à votre... Est-ce que les assureurs, enfin, les experts des assureurs, ils connaissent les calculs que vous faites ou les estimations ex ante ou ex post? On va leur présenter. On va organiser prochainement des réunions avec notre expert préalable. Enfin, on leur a déjà exposé le principe et la méthode. On va les mettre ensemble voilà, dans une salle de réunion, puis on va voir ce qu'il en sort. Il y a d'autres questions, non? Bien, merci. Merci.